Bonjour, c'est l'heure des mots et débats. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro littéraire. L'invité que je reçois aujourd'hui est d'origine sénégalaise, dramaturge, romancier, photographe et cinéaste français. Il est l'auteur notamment de Bridge Road, paru en 2006, au Serpent à plumes, chez Gallimard, La géométrie des variables, Remington, entre autres. Mamadou Marmoud Dong, bonjour. Bonjour Patricia. Vous allez bien? Très très bien, merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Merci encore de m'avoir invité. Oui, c'est un plaisir, hein, vraiment de vous revoir. Votre peau est toujours magnifique. Toujours, c'est vrai, c'est devenu une private joke. Alors, vous êtes aussi l'auteur de El Hadj, Les corps intermédiaires, Mood Indigo, et puis aussi des pièces de théâtre. Maintenant que je me suis habituée à ta présence, Empty, en 2014, édition La Cheminante. Et puis là, votre nouvelle parution, La concordance des temps, aux éditions L'Ecdysiaste, pas facile à dire. Eh bien, je vous propose tout de suite de commencer, d'ouvrir ce premier chapitre des mots et débats au fil des pages. Mamadou Marmoud Dong, expliquez-moi, avant d'aller plus avant dans cette histoire, dans votre roman, le titre justement de votre livre, La concordance des temps. Ah oui, la concordance des temps, c'est le temps des conjugaisons. C'est aussi le temps, le présent, le passé et le futur. Et le titre fait référence au livre qui parcourt tout le roman, qui est une pièce de théâtre, une fiction radiophonique, écrite par une jeune femme, Anouche Kazadian, qui a pour titre le présent de l'indicatif, qui est le temps de l'action. Et donc Isaac prend ce titre, le présent de l'indicatif, il se l'approprie, il dit « je ne vais pas seulement parler de ce présent-là, en devenir ou en action. Je vais aussi parler de mon passé, comme vous l'avez dit en introduction, mais aussi de mon devenir. C'est ainsi que nous conjuguons tous ces temps et ça devient la concordance des temps. » En effet, parce qu'il y a cette histoire, on voyage dans le temps à travers Isaac, à travers Anne-Lise, et puis aussi sa nouvelle compagne Hilda, la nouvelle compagne d'Isaac. C'est vrai que Isaac, déjà, c'est un homme mûr. Il approche la soixantaine. Je me suis dit, mais est-ce que c'était facile pour Mamadou Marmoud Dong de se mettre dans la peau d'un écrivain dont l'envie est partie, l'envie d'écrire est partie. On a l'impression même qu'il est dégoûté de s'inspirer dans la peau d'un sexagénaire. Oui, c'était très intéressant parce que comme les acteurs, je me suis mis en condition. Donc toute la journée, je me promenais en peignoir. J'étais un peu plus dépressif que d'habitude pour être vraiment un poète, parce que un vrai poète doit être dépressif, mélancolique. Disons, non, ce qui est extraordinaire avec notre profession d'auteur, d'artiste, c'est la faculté que nous avons de nous réinventer dans nos personnages. Précédemment, j'avais un personnage beaucoup plus étrange, beaucoup plus triste, beaucoup plus torturé, qui était le personnage dans Golda Khan, de Leb Khan. Je me souviens, même vous, ça vous avait un peu perturbé. Vous m'aviez dit, mais vous allez bien, d'habitude j'ai des romans, des personnages solaires, drôles, et là, avec dépressif. Et là, c'est vrai que j'avais envie d'aller ailleurs. Et c'est ailleurs, j'avais trouvé, bon, je vais prendre quelqu'un qui est très opposé de moi, un poète qui n'écrit pas. J'ai écrit de la poésie, j'ai écrit du théâtre, mais ma singularité par rapport à Isaac, c'est que je produis énormément, parce que j'ai cette faculté d'être dans une période de ma vie où ça vient facilement. Je ne sais pas si ça va durer, peut-être que d'ici 10 ans, je serai comme Isaac, j'aurai plus envie d'écrire, mais là, pour le moment, j'avais ce désir d'écrire. Pourquoi quelqu'un de 60 ans? Parce qu'il me fallait quelqu'un qui a un enfant, qui a un certain âge, pour qu'on puisse aussi être père. C'était quelque chose qui m'intéressait profondément dans la relation qu'avait Isaac, Anne-Lise. Il me fallait quelqu'un qui a un certain background, donc quelqu'un qui avait plus de 10 ans, 12 ans de plus que moi, ce qui me permettait aussi, d'une certaine manière, de lui mettre une partie de mon expérience et de rajouter le fait qu'il soit père. Le fait est qu'il ait enseigné aux États-Unis. J'ai un peu enseigné, mais pas à ce niveau d'être professeur d'écriture. Ça m'a vraiment permis d'avoir la possibilité de mettre une perspective bien plus intéressante et bien plus en profondeur. Alors, quand vous parlez de profondeur, il est vrai que dans votre roman, vous abordez énormément de thématiques. Vous parlez même du refus de ses racines, de ce déni, parce qu'Isaac est d'origine haïtienne, sa femme Anne-Lise, qui est éditrice, est européenne, et donc ils ont cet enfant, Elliot, c'est ça. Et entre le père, Isaac, et Elliot, ça ne marche pas du tout. Alors, ça ne matche pas. Voilà. Et on comprend en fin de compte que Isaac, alors, est-ce que c'est la vision d'Isaac, ou est-ce que
c'est vraiment Eliot qui refuse, c'est vrai, il le dit, puisqu'il dit « je suis mulâtre, mais pas métisse ». C'est très important cette nuance de mulâtre et pas métisse. Métisse, chez nous, c'est une valeur valorisante. On dit cette jeune femme est métisse, ce jeune homme est métisse, on pense tout de suite à quelqu'un de beau, parce qu'on pense c'est valorisant le métissage. Par contre, dans certaines cultures, et ça c'est en fréquentant des amis caribéens, antillais, j'ai vraiment conversé. Il y a toute une problématique, toute une réflexion autour de la dépigmentation. Plus vous êtes clair de peau, plus vous avez une ascension sociale, une façon de vous incarner bien plus intéressante. Même en Afrique, hein. Je veux dire, les gens qui se blanchissent la peau, qui font du sale, comme on dit chez nous, c'est très particulier. Ce complexe lié à la couleur. Isaac, c'est quelqu'un, s'il est antillais, il est très noir de peau. Et son fils est clair, est métis. Et son fils n'intègre pas. Pour lui, être noir, c'est un échec scolaire. Et c'est quelque chose que j'ai discuté aussi. C'est pour ça que ça m'intéressait. Et surtout, dans ces Caraïbes, moi je suis issu de l'Afrique. Je suis né au Sénégal et on a un autre rapport à sa couleur, on n'a pas été déporté, il n'y a pas eu la question de l'esclavage. Donc c'est vrai que la question de la caste, l'homme blanc, la femme blanche, comment on appelle ça, le mulâtre, les différentes pigmentations, c'est comme au Brésil. Voilà. Au Brésil, il y a plus les Brésiliens, quand on leur demande quelle est votre couleur de peau entre le blanc et le noir, il y a plus de 120 variations nuances. Quand on a découvert ça, c'est tout récent. Ils ont fait une étude, on a demandé aux Brésiliens comment vous vous définissez. Pourquoi je parle du Brésil? Parce que c'est une société très métissée. Pour vous dire la déclinaison, on n'est pas noir ou blanc, ou comme il le dit lui-même dans son roman, parce qu'il a enseigné aux États-Unis, il dit qu'aux États-Unis, dès qu'on est métisse, ça n'existe pas, on est noir. On est noir. On ne peut pas être blanc. Et cette problématique-là m'intéressait. Et c'est vrai que cette relation-là me permettait aussi de renvoyer à une réalité. Ils ont beau dire l'esclavage et tout, mais il y a un vrai profond racisme entre gens africains, antillais, au sein de notre propre communauté. Et c'est vrai. Et puis il y a aussi cette affiche, cette enseigne, le nègre joyeux. Oui. Voilà, parce qu'à chaque fois il insiste, Isaac, l'auteur, j'habite au 14 rue Mouffetard, au-dessus de cette enseigne, le nègre joyeux. Oui. C'est justement toute cette problématique de la concordance des temps. Qu'est-ce que c'est que d'être noir aujourd'hui? Qu'est-ce que c'était que d'être noir hier? Hier, c'était cette affiche qui annonce une chocolaterie qui date du XVIIIe siècle. Pendant des années, des décennies, il y a eu des manifestations de gens qui voulaient qu'on retire cette enseigne. Mais c'est classé monument historique. Et les gens manifestaient tous les ans disant que c'est raciste. On y voit dessus le page Zamor, qui a été acheté et offert à Madame du Barry. Et on y voit un noir, très excusez-moi l'expression, nègre, et qui sert à une femme très blanche, très aristocrate. Et ça, pendant des décennies, on ne pouvait pas l'enlever. Et récemment, la municipalité de Paris a voté pour le retrait de cette enseigne qui posait un problème aux riverains et à moi le premier, parce que j'y allais souvent, parce qu'il y a un café qui s'appelle Place de la Contrescarpe qui donne justement face à ça. Et moi, je ne connaissais pas, et c'est ainsi que j'ai découvert, et j'ai trouvé l'histoire très intéressante. Et Isaac, qui est d'origine haïtienne, tout le début du roman, il y a une manifestation. Et sa femme, sa compagne, sa maîtresse, Hilda, lui dit « Mais tu ne te sens pas solidaire d'eux ?» Mais en quoi je serais solidaire? C'est pas parce que je suis noir que j'ai forcément une mémoire noire. C'est ça aussi, je voulais évoquer. Ouais. Encore la concordance des temps. Il y a autre chose, et c'est l'aspect écrivain. Alors je me suis dit, est-ce qu'à un moment, ça devient, la vocation tourne un moment comme une sorte de pénitence, c'est-à-dire qu'on sent qu'Isaac est en souffrance, comme si il est l'auteur d'un best-seller, Le Cartographe, en 1984, et donc il s'exile après aux États-Unis, mais c'est comme s'il refusait cette notoriété, c'est comme si cet écrivain se cherchait encore. Un écrivain se cherche encore? Se cherche, mais surtout un écrivain français. En France, on n'aime pas trop le succès. Plus vous êtes obscur, moins il y a de gens qui vous lisent et plus vous êtes un auteur légitimé. C'est ce que disait Malraux, au-delà de 20 000 exemplaires, il y a un malentendu. mais beaucoup d'écrivains ont cette posture. Ils veulent à la fois la reconnaissance de leur père et le succès en librairie. Je me souviens d'un écrivain qui avait eu le prix Goncourt. Il a déprimé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as un concours, c'est plusieurs ventes, tu vas pouvoir voyager, avoir un appartement. Il me dit, mais
Est-ce que je suis encore un écrivain? Waouh! Et ça, c'est quelque chose qui... Comme moi, vous m'avez souvent invité parce que j'ai souvent publié. Et à chaque fois, je termine en moyenne un livre par an. Quand j'arrive pas à écrire un livre, quand je bute, au lieu de me morfondre, d'aller boire ou d'aller très mal, je me dis, bon, on va poser ça de côté, je vais commencer autre chose. Là, ça faisait 5 ans que je n'avais pas écrit de roman. Parce que je ressentais plus le besoin, la nécessité d'écrire un roman. Le dernier roman que j'avais écrit, c'était Les Corps intermédiaires. Et j'avais envie de faire une pause, j'avais surtout envie de renouveler mon écriture. Parce que c'est ça, véritablement. C'est pas tant... le travail d'un auteur ou d'un artiste, c'est de se questionner à la fois sur sa société contemporaine, donc la concordance des temps, de ce qui s'est fait avant vous, ce qui se fait pendant et ce que vous allez proposer vous-même. Mais il y a aussi quelque chose qui est essentiel pour moi, c'est qu'est-ce que c'est que mon art, avec quoi je travaille, d'où je travaille, qu'est-ce que je travaille et à qui je m'adresse. Et pendant des années, j'ai beaucoup écrit de nouvelles et de romans. Et là, j'avais envie de changer mon écriture. Et c'est à partir de 2013 où j'ai commencé à écrire du théâtre, des fictions radiophoniques pour France Culture et des pièces de théâtre qui actuellement commencent à à circuler. En parlant de France Culture, je me suis dit, ouh là 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 là, il va se mettre à dos France Culture parce que vous attaquez, on a l'impression, c'est carrément la ligne éditoriale, c'est-à-dire la censure. C'est comme si France Culture pointait du doigt sur certaines thématiques de fiction radiophonique. Et là, ils vous ont déjà refusé certaines... Ah bah c'est une histoire, l'histoire d'Amnouche, c'est une histoire que j'ai vécue. C'est quelque chose de très très intéressant dans le sens où il y a plus efficace que la censure, c'est l'autocensure. Vous ne pouvez pas vous rendre compte en tant qu'artiste comment vous vous bridez, comment vos éditeurs peuvent vous brider, vos producteurs peuvent vous brider ou vos partenaires. Vous pouvez... La force d'inertie que les uns les autres ont, et parfois, ça part de bonne intention. Attention, si tu publies ça, tu vas te mettre à dos telle communauté. Attention, si tu publies ça ou tu écris ça, on va se demander où tu en es de... Non. Ce qui s'est produit avec France Culture, et c'est une histoire assez intéressante, c'est que j'ai écrit plusieurs pièces radiophoniques pour eux. Et c'était les colporteurs d'âme, qui ont eu beaucoup de succès. Ça a été merveilleusement produit, réalisé. Vous pouvez les entendre. Et les deux premières fictions ont été éditées chez Gallimard dans mon recueil Craft. Et la dernière, Bruit blanc, c'est de celui-là que nous allons parler, a été dans mon triptyque édité aux éditions de La Cheminante. J'ai aussi ce privilège d'être un de ces rares auteurs de fiction radiophonique, de pouvoir être édité. Pour vous dire que pour moi, ce n'est pas seulement de la radio, c'est aussi une œuvre littéraire. Et donc, je vais faire court, France Culture me commande une troisième aventure de mon chauffeur de taxi, qui s'appelle Jamal, qui est d'origine maghrébine, qui traverse Paris et qui a dans son taxi tous les maux de la société française et toutes les fractures de la société française. Et dans Bruit blanc, je décide de parler du 13 novembre. Et là, nous avons toute la journée du 13 novembre avec les gens qui vont rentrer, ceux qui vont aller au stade, ceux qui vont aller déjeuner au Petit Cambodge. Donc, ça brasse toute la société. Mais surtout, ce que je mets dedans, je mets en perspective le dialogue des Carmélites de Maurice Poulenc, de Francis Poulenc, inspiré des textes de Georges Bernanos. Dans le dialogue des Carmélites, c'est l'histoire véridique où, au nom de la Révolution française, on tue des religieuses. Ça a fait un opéra extraordinairement beau. Et je mets en perspective de cette année, pendant la Révolution française, où on tuait au nom de la Révolution des gens croyants. Et le 13 novembre, on tue au nom de mes religions des gens. Et c'était ça qui m'intéressait. Et je dis aussi d'où on part de la société française. Je parle des terroristes, je parle des blessures, des plafonds de verre et ainsi de suite. France Culture me commande donc une troisième aventure. Je leur propose Bruit blanc. Ils me le payent, bien entendu. Ils trouvent le texte extraordinaire. Mais ils me disent, on ne peut pas le diffuser. On ne peut pas le produire. Tu sais... les Français ne sont pas encore prêts pour ce moment. Je dis, mais donc la journée du 13 novembre n'existe pas. Non, pas pour le moment. On va le faire ultérieurement. Et c'est ça aussi le problème. Par exemple, on disait souvent que les gens du retour des camps ne parlaient pas. Non, c'est surtout qu'on ne voulait pas les entendre. Et donc,
C'est ça. Et heureusement qu'il y a la littérature. Heureusement qu'il y a quelqu'un comme Sylvie Darreau des éditions de La Cheminante qui a trouvé cette pièce radiophonique extraordinaire. Heureusement qu'il y a quelqu'un comme Hortense Archambault de la MCI 93 qui a beaucoup aimé ce texte et qui l'a proposé à un metteur en scène qui s'appelle Patrick Pinault. On va en faire une lecture à la Chartreuse en Avignon mi-décembre. Ça veut dire heureusement qu'il y a des gens qui, eux, trouvent qu'il faut justement... On parle des blessures, on parle des conflits et on parle. Et donc, c'est de ça aussi que j'évoque dans la concordance des temps, au moment où Anouche, où Isaac propose cette pièce radiophonique. Le président de l'indicatif. Voilà, et on lui dit, écoute, ce texte est très bien, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas une censure. Hein. France Culture, ils ont été super corrects avec moi, ils m'ont toujours accompagné, mais excepté pour ce texte, ça posait un problème éthique selon l'éditrice. C'est pas toute la maison, mais l'éditrice qui avait cette fonction de pouvoir me diffuser et le produire a dit non, c'est beaucoup trop tôt, on va attendre. Et le fait d'attendre, parce que souvent quand on en parle, cela permet justement de guérir petit à petit, de faire son chemin de guérison. Ah oui, mais c'est essentiel, mais surtout ça demande, et comme je mets vraiment, et c'est pour ça que ce texte y plaît autant, et c'est pour ça aussi ça... tous les interlocuteurs m'ont dit, mais pourquoi ils ne l'ont pas produit? Ce texte est vraiment d'une haute qualité littéraire. Bon, c'est eux qui le disent, hein. Et ça fait plaisir de l'entendre. et on voit vraiment ce que vous... Il y a une vraie réflexion. Quel modèle de société nous allons construire? C'est pour ça la seconde partie, c'est cette rassemblée où des hommes se retrouvent, ils cherchent à faire sens, à faire société, à faire communauté. Et il n'y a pas non plus que dans cette fiction radiophonique qui nous rappelle justement ces douleurs terroristes, vous revenez aussi sur le 11 septembre 2001, où parce que justement Isaac, voilà, il est là-bas à New York. À New York. Mais justement, c'était ça qui était intéressant, parce qu'au moment... Parce que voilà pourquoi j'ai pris quelqu'un de plus âgé que moi, parce que ça me permettait vraiment d'avoir cette maturité. Qu'on le veuille ou non, il faut une certaine maturité. Hélas, vous pouvez subir des traumatismes, être un enfant et avoir des problèmes d'adulte. Mais néanmoins, le processus normal, c'est qu'on accumule de l'expérience, donc des échecs, et on essaye de les transcender. Et Isaac a connu le 11 septembre, il a connu aussi le Patriot Act. Et là, je mettais en miroir ce que disait Manuel Valls, quand il disait qu'on ne peut pas réfléchir sur les terroristes. Si on réfléchit sur pourquoi ils ont commis cet attentat, on les dédouane. Et là, c'est grave. Si on ne peut pas dire pourquoi ils ont commis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que dans les années 70, ils sont allés très loin. Ils disaient que chaque poseur de bombe était un poseur de questions. On va loin, mais néanmoins, c'est bien de l'entendre. D'entendre des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Au moins, vous avez débat. Mais quand quelqu'un décide, non, c'est comme ça, si vous amenez une réflexion, vous amenez un questionnement, donc une analyse, donc un doute, donc... Non, c'est non, je vous dis, c'est noir, c'est blanc, ça s'arrête là. Si c'est métis, c'est un noir. On ne peut pas être métis, ça fait une troisième case, c'est trop compliqué. Autre chose, dans votre roman, il y a ce petit compagnon qui est là, qui parfois, il se fait remarquer ou il est discret. Il s'appelle Monsieur, et c'est un carlin. Oui. Ah oui, Monsieur, Isaac... Il me fallait des scènes où ils sortent. Je m'étais dit, que font les écrivains quand ils sortent? Ils vont au bar ou ils vont se plaindre chez leur éditeur. Et alors, le personnage, il s'est trouvé qu'il avait ce chien qui appartenait à un des auteurs de la maison d'édition de sa femme, qui hélas a décédé. Il se retrouve avec ce chien, et ce chien, c'est une vraie plaie. C'est un carlin, donc pas du tout sportif, qui est brognon, et ça me permettait aussi de revenir sur quelque chose de très intéressant aujourd'hui, depuis quelques années, c'est la cause animale. Est-ce que les animaux nous ressemblent? Parce que j'ai assisté à des débats très poussés où ils considéraient que, après la cause des femmes, des homosexuels, des noirs, la prochaine grande cause, parce que c'était la même, ils mettaient sur le même plan les femmes, les noirs, les homosexuels, que la cause animale, la souffrance animale. J'ai vu un film où on comparait l'égorgement des moutons, des cochons, comme dans la Shoah. Mais ça allait très très loin. Où il y a un grand intellectuel américain qui disait, sur un paquebot, s'il y a un paraplégique et un chien, je préfère jeter par-dessus bord le paraplégique et garder le chien. Ça va très très loin. Et donc ça me permettait, avec le personnage
personnage de monsieur. En plus, il s'appelle Monsieur. Oui. C'était très intéressant pour Isaac de réfléchir aussi quelle est la place animale, du frère animal dans la société contemporaine. Il y a aussi, malgré ses 60 ans, enfin cette approche de la soixantaine, Isaac est très coquin. Il est pourtant avec Hilda, qui est une jeune architecte qui a 10 ans de moins, il me semble. 20 ans. 20 ans de Ah moins. oui, quand même. Et puis, il y a Annelise qui a 10 ans de plus qu'Isaac. Oui. Et ils ont ensemble un enfant, donc Elliot, pour rappeler aux téléspectateurs. Mais c'est marrant, il y a quand même cette question d'infidélité, parce qu'ils ont toujours rendez-vous à 15 heures pour faire leur petite besogne. Oui, c'est Annelise, hein, Oui. qui est mariée, mais qui ne peut s'empêcher, parce qu'elle aime beaucoup Isaac, d'avoir un amant, l'amant de 15 heures. Oui. Mais parce que je pense que dans une société où il y a du plaisir entre adultes consentants ou entre personnes consentantes, pourquoi se priver? Et c'était très intéressant parce que Isaac, comme il est écrivain, et les écrivains sont des êtres libertins, ils doivent pas être dans la norme, comme il dit à un moment donné, il ne sort jamais avec les personnes de la société civile. Donc, soit des artistes, encore une architecte. Est-ce que c'est vraiment un artiste? Est-ce que c'est Donc, non, mais c'est surtout une pose, une posture, mais il a cette chance de pouvoir plaire et de plaire aux femmes. Et pourquoi s'en priver? Mais justement, j'étais surprise, alors pour terminer ce premier chapitre, c'est que vous le décrivez comme quelqu'un, il se décrit comme quelqu'un qui fait plus que son âge, parce qu'il est très fatigué, il n'est pas sportif. Non, il a même mou, honte de faire du sport. Oui. Non, c'est pas qu'il est mou, c'est que vous savez, il y a ces êtres comme Simone Veil, Simone Signoret, qui tout de suite ont fait très âgé à un moment donné, mais qui est resté très beau. Hein, mais il a cette particularité, c'est que vers 30 ans, il en faisait 50, et à 60, il en fait 70, 80. Et donc, mais néanmoins, ça lui donne quelque chose de plaisant, d'acide, quelque chose d'auguste, et donc voilà, et il sait jouer de ça, il sait jouer de son côté Calimero un peu dépressif, parce que les femmes, comme il le dit lui-même, se transforment en infirmières, en garde-malade, et prennent soin de lui, il en joue beaucoup. Merci beaucoup, Mamadou Marmoudong, pour cette présentation de votre roman. J'invite bien sûr les téléspectateurs à découvrir cet ouvrage. Et puis bien sûr, ce qui caractérise Mamadou Marmoudong, c'est aussi ses courts chapitres, ses phrases par page. Je suppose que l'éditeur vous a un peu menacé, non? Ah non, au contraire. Il l'a bien pris. Vous savez, maintenant, c'est mon 15e livre. Oui, ça fait 20 ans que je publie, je suis un auteur reconnu. Au contraire, les éditeurs. Mais ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est qu'ils prennent le texte tel qu'il est et ils comprennent vraiment la démarche. Ouais. Non, vraiment. Et en plus, c'est merveilleux parce que c'est une collection. J'ai inauguré cette collection de semi-poche. Et ça appartient aux éditions du Serpent à Plume. Et ça me faisait plaisir de les retrouver. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas publié chez eux. Il y a eu cette possibilité. Donc, vraiment, il y avait une très belle concordance des temps. Eh bien, nous passons tout de suite sur cette concordance des temps à carte sur table. Pour carte sur table, il y a cette photo qui va apparaître dans l'écran de retour. On vous voit accompagné d'une jeune femme. Alors, je ne sais pas si c'est une tyrolienne. Alors, est-ce que vous la guidez? Mais voilà, qu'est-ce que vous faites? Là, j'essaye de diriger. Donc, non, c'est mon deuxième film que j'ai commis cette année, qui s'appelle IDH. Et la jeune femme que vous voyez est une artiste pluridisciplinaire. Elle s'appelle Nina Wullenman. C'est justement avec elle que j'ai publié un texte cette année, qui c'est dans la trilogie théâtrale qui s'appelle Maintenant, aux éditions de La Cheminante, où il y a à la fois Maintenant, je me suis habitué à ta présence, Different Maps, qui a été le premier film que j'ai réalisé en janvier, et Bruit Blanc, la pièce, la fiction radiophonique dont nous avons évoqué. Et donc là, je travaille avec elle, je lui donne des indications. Elle est habillée en tyrolienne parce que je reprends une légende suisse alémanique qui est l'histoire de la Sementucci, qui est une poupée de paille que font les bergers quand ils vont à la montagne, qui restent pendant plusieurs mois. La nature étant la nature. Et un jour, c'est une vraie légende suisse, comme toutes les vraies légendes, il y a peut-être une part de vérité, cette poupée prend vie. Et elle demande à ces 3 bergers que l'un d'eux reste avec elle pour continuer à vivre ensemble. Et comme étant des hommes, ils sont plutôt lâches, ils vont pour fuir et elle en prend un et elle le tue.
Et c'est devenu une légende très prégnante en Suisse. Et donc j'ai décidé d'en faire un film et un court-métrage. Et je me suis inspiré, et je lui ai demandé, elle m'a amené plein de matériaux. Et j'ai écrit ce film et que j'ai réalisé avec, comme directeur de la photographie, un très grand qui s'appelle Fabrice Iacolini. Et j'étais avec Nina Wullenman et on était une superbe équipe. Et je vais citer la dernière personne qui est Sylvie Buscemi. Et on a eu un tournage extraordinaire qui était vraiment très très chouette. Et puis aussi la concordance des temps, vous l'avez évoqué dans la première partie de l'émission, vous disiez qu'elle va être adaptée, ce livre en pièce de théâtre. Ça intéresse. Ce qui va être adapté à la MC 93 peut pas adapter ça. Il va y avoir une lecture, c'est Bruit blanc à la Chartreuse en Avignon. Différentes maps, il y aura une avant-première au mois d'avril à Bobigny avec la MC 93 où on va donner à lire le texte et après on va projeter le film. Et MT, il y aura aussi une lecture avec plusieurs comédiens et ça sera pour cet automne, toujours à la MC 93. Ça y est, mon théâtre commence à être diffusé. Bravo, en tout cas, courage et tenez bon parce que voilà, c'est le chemin encore de la victoire. Ouais. Merci beaucoup pour cette deuxième partie, Mamadou Marmoudon. Nous allons passer à la dernière partie, le coup de cœur. Alors pour ce coup de cœur, Mamadou Marmoudon, qu'avez-vous choisi ? J'ai choisi un livre de Sidney Lumet qui s'appelle Faire un film, qui est un livre essentiel pour ceux qui ont envie de faire un film et qui ne savent pas comment, ou surtout qui ont des questions. Donc, ce livre date de 1995. Sidney Lumet, c'est le très grand réalisateur américain qui est né en 1924, qui est mort en 2011, qui a commis plusieurs films, qui est Network, L'après-midi d'un chien, 12 hommes en colère, et les deux meilleurs films de Sean Connery qui sont La colline des hommes perdus et The Offense. Et donc, dans ce livre, il explique du scénario jusqu'à le mixage, toutes les différentes étapes de comment on fait un film. Il donne des éléments très concrets. C'est un type vraiment d'une gentillesse, d'un grand professionnalisme et c'est très très intéressant. Et en plus, comment on travaille en équipe, par exemple dans IDH, j'ai oublié de citer, il y a Emmanuel Urbanet qui a fait un travail extraordinaire sur la voix, comment on travaille avec les acteurs, comment on place la caméra pour être le plus efficace. Donc il y a énormément de choses, énormément d'anecdotes et surtout c'est fait à hauteur de quelqu'un qui a envie de transmettre. C'était un immense réalisateur et immense technicien et surtout j'ai découvert grâce à ce livre, c'était aussi quelqu'un de très généreux qui était dans le partage. Alors justement dans le partage pour conclure, partagez alors l'écriture, la cinématographie, que choisissez-vous ? Là, je me rends compte, comme je vous disais, il y a eu un moment donné où de 2013 jusqu'en 2015, j'ai essentiellement fait 16, voire même 17 que du théâtre. J'ai commencé à reprendre la concordance des temps, c'était il y a 3 ans. J'ai eu le désir, ça a commencé à venir, le personnage d'Isaac, il y a eu le chien qui est arrivé, il y a eu plein de choses et ainsi de suite. Mais là, actuellement, je prépare mon prochain film qui a pour titre « Alors j'ai préféré la nuit », adapté d'une de mes pièces de théâtre qui est en écriture, qui a pour titre « Il y a ceux qui préfèrent mourir un jour de pluie ». Et ce que j'aime de plus en plus, mais vraiment, je crois que c'est le travail en équipe. Voilà, vraiment là, donc, oui, parce que l'écrivain, c'est la solitude. L'isolement est là maintenant. C'est ce que disait Duras, elle a fait du cinéma pour cesser d'être seule. Et là, c'est vraiment le plaisir que vous avez à créer quand vous venez de la littérature, vous êtes dur, vous créez. Mais ce qui est génial avec le cinématographe ou avec le théâtre, par exemple là sur mon prochain film, j'ai 15 acteurs, j'ai 10 techniciens, et ils vous posent plein de questions, ils vous bousculent dans vos habitudes, ils vous proposent même des choses, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous écrivez un texte et il y a la personne
mais qui se l'approprie. C'est merveilleux. Vraiment là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce que j'aime beaucoup, c'est le travail, c'est l'écriture théâtrale et cinématographique, tout en j'ai cette chance de continuer toujours à publier des romans et que vous avez la gentillesse et l'amabilité et l'intérêt de m'inviter à chaque fois. Et ce qui est intéressant, c'est l'achèvement, en fin de compte, complet. C'est-à-dire qu'il y a l'écriture et après, ça devient image, comment dire ça, réelle, enfin. Oui, par exemple, Heidi H, c'était... Lina me l'avait évoqué il y a 1 an et demi, je parlais de poupées, elle me dit tiens, tu sais que j'ai trouvé ça très intéressant, je me suis documenté, j'ai écrit un texte à IDH qui est au sein de mon agence L'Arche, vous pouvez le prendre, et ce qui m'a permis, après je me suis dit je vais en faire un film, donc j'ai trouvé un directeur de la photographie, on a réfléchi comment elle devait être habillée en tyrolienne ou en classique, on dit en tyrolienne, où on va tourner ça, c'est... Entre le moment où elle m'a parlé de cette poupée qui m'intéressait et jusqu'au moment où je l'ai réalisée en juin, il s'est passé 1 an et demi et c'est merveilleux. Et quand vous voyez le film à la fin, il y a eu une danseuse, un directeur de la photographie, un photographe, un musicien qui a prêté sa voix, Emmanuel Urbanet, et ça fait une œuvre qui maintenant est dans les festivals. Oui, on sent l'aboutissement. Oui, vraiment, oui. Et surtout le collectif et le partage. Vraiment, c'est merveilleux là ce que je vis actuellement, mais je continue toujours à écrire des livres parce que j'ai aussi ce besoin de me retrouver. Voilà. Mais là, aujourd'hui, le plaisir, c'est qu'un metteur en scène s'approprie votre texte, qu'un réalisateur ou vous-même, en tant que metteur en scène, en tant que réalisateur, vous fédérez un dynamisme, une dynamique de groupe. Mais c'est vraiment merveilleux d'être contemporain de son époque, d'écrire au présent. Merci beaucoup, Mamadou Merci à vous, Mamoudong. Merci pour ce coup de cœur. Donc, faire un film avec de Sidney Lumet. Vraiment, c'est... Dans les écoles de cinéma, on évite de l'avoir parce qu'il est tellement bien, ce livre, que généralement, les élèves, dès qu'ils l'ont lu, ils quittent l'école de cinéma. Et puis aussi, rappelez aussi le titre de votre nouvelle parution, votre nouvel ouvrage, La Concordance des temps, aux éditions L'Ecdysiaste, qui veut dire effeuilleuse. Les feuilleuses, oui, ça c'est très Pierre Bizou et Xavier Belrose, les fondateurs et continuateurs du Serpent à Plume qui aujourd'hui a repris, c'est merveilleux. Et il y a surtout, ils ont publié un livre extraordinaire pour fêter les 30 ans de la revue. Et j'y publie une de mes nouvelles, on est une 30aine d'auteurs. Et c'est un ouvrage qui, rien qu'en lui-même, c'est une œuvre d'art. Et les textes sont super, mais rien que l'ouvrage en lui-même, qui fête les 30 ans de cette merveilleuse maison d'édition, mais qui était avant tout une très belle revue, peut-être la plus belle revue française depuis la Nouvelle Revue Française. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc voilà, La Concordance des temps chez L'Ecdysiaste. Merci beaucoup. Merci. Et puis quant à vous, mes chers complices, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.